Bonjour et bienvenue dans le dernier clic, votre podcast Tech, IA et no code. On se retrouve cette semaine pour un épisode thématique. Je suis avec Lulu. Comment tu vas, Lulu? Bah, ça va et toi? Très bien. Et ravi de te retrouver du coup pour notre épisode du jour où on va parler des communs numériques. Alors, un très bref rappel pour celles et ceux qui nous retrouvent, qui nous découvrent pour la première fois. Chaque semaine, on va parler justement de sujets tech, IA et no code en alternant une semaine sur les outils numériques, vraiment, donc les épisodes côté outils. Donc, c'est ce qu'on avait la semaine dernière. Et voilà, on va parler vraiment de nos outils à nous et de ce qu'on utilise pour bosser globalement ou dans notre vie perso aussi. Et les autres semaines, on est sur des thématiques où on avait déjà parlé des fondamentaux de l'IA. On avait aussi parlé justement de l'IA agentique et des lunettes connectées. Si vous n'avez pas encore écouté, je vous invite à justement aller écouter tout ça. Et aujourd'hui, on va continuer un peu dans la foulée de l'IA et d'un sujet un petit peu plus étendu puisqu'il concerne pas strictement que l'IA, il impacte aussi, mais qui est plus important d'un point de vue éthique et même politique en quelque sorte au niveau tech, qui est, le sujet donc des communs et des communs numériques. Alors, bah, Lulu, je sais que tu as lu un livre très intéressant sur le sujet, notamment pour préparer cet épisode. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement, bah, déjà me présenter très rapidement le livre en question, qui a servi de référence et nous présenter un petit peu justement les communs et qu'on rentre dans le vif du sujet? Ouais, alors, moi, c'est vrai que le sujet des communs, enfin, j'en ai entendu parler sans vraiment me pencher dessus. Enfin, voilà, il y a tout l'environnement et tout ça, open source, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Donc le livre que j'ai lu, c'est «Vive les communs numériques», de Serge, Abitboul et François Bancilon. Donc c'est un livre qui est assez récent. Alors dedans, ça parle pas encore de l'IA. Même si c'est sorti en 2025, mais ça refait un peu un historique des communs et de voir un peu les enjeux qu'il y a derrière et que c'est pas juste, rendre des ressources gratuites et accessibles. Ça va quand même beaucoup plus loin que ça. Hem, D'ailleurs, on mettra le lien, voilà, du livre dans l'épisode, que vous puissiez le retrouver. C'est vrai qu'on n'a même pas dit en fait pourquoi on était allé sur les communs, mais parce que on s'était rendu compte justement en discutant, bah, notamment d'IA, de formation et de certains contextes, que le terme commun était un mot qu'on était tous les 2 amenés à employer et qu'on comprenait, mais qui n'était pas forcément compris de tous et voilà, ce qui nous a fait un peu nous questionner sur le fait que oui, bah, en fait, il y avait peut-être quelque chose à creuser pour que ce soit parlant et heu et compris de tout le monde. et que c'est un sujet qui revient beaucoup avec la souveraineté en ce moment, à cause de tout ce qui se passe, niveau géopolitique et c'est vrai que l'IA rabat aussi beaucoup de cartes et fait beaucoup se poser de questions sur, où est-ce qu'on met les données? Est-ce qu'on est dépendant d'autres pays ou pas, pour tout ce qui va être logiciel et ce genre de choses? Donc je sais pas si tu voulais juste remettre un peu en contexte par rapport à l'actualité, enfin, parce que c'est vrai qu'on est aussi parti de là parce que toi tu as installé Linux et entre autres, Entre autres, oui, c'est c'est vrai. Bah, ça a c'est poussé, un mélange de plusieurs choses. D'une part parce que, donc voilà, c'est vrai que dans le cadre de ce que je fais en ce moment sur le développement et assisté par IA, j'avais envie de créer des ressources et pouvoir les partager et voilà, tout en réutiliser. Donc c'est là où j'ai employé le terme de commun et donc qu'on a commencé à discuter du sujet. Dernièrement, il y a eu le fait, j'en avais parlé donc dans les épisodes précédents, que j'avais migré un de mes 2 ordis sur Linux, donc sur une distribution Ubuntu et j'en suis ravi et j'avoue que depuis que je suis passé dessus, c'est vraiment mon système principal dessus. Je suis amené à basculer sur Windows très ponctuellement, mais pour des questions de sauvegarde et pas pour des questions d'usage et c'est vrai que c'est une question qu'on voit aussi passer au niveau, ouais, comme tu l'as dit, au niveau politique, puisqu'on a eu des déclarations au niveau de l'État sur, alors je sais plus quel ministère l'a annoncé, mais globalement justement, 2,5 millions de postes qui seraient migrés sur du Linux dans les voilà, dans les années à venir. Bon, je crois que la 1re annonce était sur du automne, mais il me semble qu'il y avait une petite, un petit couac et qu'en fait, c'était le ministère qui va mettre en place ça. Alors je sais plus si c'est la DINUM, mais j'ai pas envie de dire de bêtises, mais en gros, voilà, ils ont un petit poisson pilote qui est de 250 postes qui migrent d'abord en interne et ensuite qui veulent étendre justement, d'un point de vue administratif et ministériel et à plusieurs, filiales. Je sais pas si on dit filiale d'ailleurs pour l'État, je suis pas sûr, mais mais bon, en tout ça cas, s'y c'est apparente, voilà. mais oui.
ça fait partie d'une volonté politique d'aller sur des solutions qui sont dites plus libres et ouvertes pour ne plus être tributaire, en fait, d'acteurs comme Microsoft à travers la suite Office. Parce que c'est juste un des maillons de la chaîne, hein, il y en a plusieurs et à travers ce que tu vas nous expliquer aujourd'hui, on va bien voir qu'il y a, voilà, plusieurs, sujets, enfin plusieurs sujets, plusieurs couches, en fait, à la partie commun et que ça va de l'infrastructure à la solution en elle-même, aux usages, à ce qu'on en fait, à la gouvernance et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, il y a une vraie question de se dire, en fait, on est très dépendant des, acteurs américains sur l'infrastructure et sur les outils qu'on utilise au quotidien. Un des premiers leviers et des premières choses qu'on peut mettre en œuvre, c'est de changer justement les outils. Donc le système d'exploitation en est enfin est une solution de basculer de Windows vers du Linux. Hem, mais elle a des implications puisque justement au niveau des outils qui sont derrière, qui sont déjà en place, bah, il faut pouvoir s'adapter, que les gens arrivent à s'en servir, à faire autant de choses qu'avant et d'une manière qui soit assez fluide pour que ça puisse se faire dans la durée. Puisque comme dans tout projet informatique, tout projet tout court, un des points essentiels, c'est la conduite du changement et voilà, c'est une des choses qui fait qu'on n'a pas tous du Linux aujourd'hui, c'est que la conduite du changement en individuel, elle est pas forcément évidente et que c'est pas quelque chose qui est poussé naturellement aussi en point de vue démarche puisque, bah, du Office, du Word, Excel, c'est accessible, tout le monde l'a déjà vu. Ça veut pas dire que tout le monde sait s'en servir, mais en tout cas, c'est un acquis, relativement commun dans les entreprises et dans le public aussi. Bah et que aussi quand tu achètes un PC, il y a Windows installé dessus, enfin voilà, tu directement baigné. C'est presque enfin je pense que si tu vas voir une personne un peu lambda, un PC, c'est forcément Windows dessus et c'est même indissociable du PC. Enfin, il y avait quand même les Chromebooks, je crois, où il y avait, un autre OS, Ouais, dessus, tu as mais effectivement les 3 entre guillemets, les 3 que tu peux trouver en magasin un peu partout, ça va être donc les machines sous Windows, les machines sous Mac, donc côté Apple et les Chromebooks qui ont, justement un OS à eux, made in Google, mais on reste aussi chez des GAFAM, enfin chez des GAFAM, pardon, avec un système Google qui, lui, envoyait vraiment plutôt sur les machines d'entrée de gamme et les petits portables, voilà, qui peut fonctionner très bien pour certains usages bureautiques très simples et après enfin, aujourd'hui, c'est vrai que si on veut du Linux par défaut, ça va être chez certains revendeurs qui permettent d'en installer ou, tout simplement en le faisant après, bah, justement soi-même, ou par quelqu'un qu'on connaît. Mais c'est pas la voie facile, c'est pas la voie commerciale, c'est pas la solution qu'on trouve ça par reste défaut. assez niche, encore, même si dans certaines boîtes, les gens vont être poussés à utiliser, des fois du Linux, pour pas être sur du Windows et tout ça et potentiellement aussi participer à l'univers Linux. Ça, je vais parler donc peut-être Et commencer par revenir sur les communs. Oui, tu voulais oui, dire? non, juste avant de revenir sur les communs, un petit truc qui est amusant quand même parce que là, on parle de Linux dans ce cadre-là. Mais un des paradoxes de ça, c'est qu'en termes grand public, le Linux justement est considéré, enfin, est niche puisque, bah, il y a peu de gens qui s'en servent, au quotidien. Mais en revanche, côté infrastructure technique, dans énormément de choses qu'on utilise, les systèmes derrière tournent sur du Linux. Globalement, tout ce qui va être, appareil embarqué, appareil réseau, les serveurs, enfin, en réalité, c'est voilà, ce qui tourne en arrière-fond d'énormément de choses, dans notre quotidien sans qu'on en ait, conscience. Fin de la parenthèse. Pardon, je te laisse Ouais. Non, non, ça reprendre, va. la chronologie. Les le commun, enfin, c'est, prix Nobel d'économie 2009, hein, Elinor, Ostrom, donc aussi 1re femme, qui est prix Nobel, d'économie, qui vient un peu démonter la, théorie, en fait, de tragédie des communs de Hardin qui dit que, bah, dès qu'il y a des ressources qui sont mises en commun, donc on va penser plus à des ressources naturelles parce que de base, c'est plutôt ça, ça va être les rivières, tout ce qui va être pâturage, les zones où on peut cultiver sans que ça soit une propriété privée et que, la tragédie, c'est que si on laisse ça en libre un peu service, ça va forcément amener à une surexploitation et à une mauvaise gestion et elle, a été étudier d'autres, communs, même encore naturels et de voir que ça peut très bien se passer s'il y a les 4 éléments d'un commun qui sont là,
Donc on parle pour ça d'une ressource partagée, d'une communauté qui la maintient, avec des règles aussi de gouvernance qui sont explicites et le dernier qu'on oublie peut-être parfois, c'est le mécanisme de sanction et de résolution des conflits. Ça, c'est vraiment ce qui fait qu'un commun est un commun et qu'un commun fonctionne et Ah, tu peut vois, perdurer dans le temps. c'est marrant ça, ce point-là, je pensais que ça faisait partie de la gouvernance, tu vois? Mais en fait, a priori non. Il y a, un moment où, par exemple, dans un enfin, s'il y a des conflits, on peut dire, on peut nommer un dictateur bienveillant, par exemple. D'accord. C'est le mec est enfin, le mec ou la meuf, enfin bon, c'est malheureusement dans le côté open source et des communs, c'est surtout un milieu encore très masculin, notamment du côté du numérique, que ça voilà, faut que les femmes y aillent un peu plus, je pense. Mais, il y a ça ou alors ça va être des règles avec des votes de la communauté, ça peut être comme dans Wikipédia ou ce genre de choses, donc on va aussi parler de Wikipédia. Là, en fait, on a 3 types de biens. Donc d'un côté, on a les biens privés, donc là, ça va être, vraiment ils sont exclusifs et vont être rivaux. Ça veut dire que si j'ai ma maison, bah, c'est je vais pas pouvoir la enfin, je vais pas forcément la partager et ça prend de la place par rapport à une autre, enfin, c'est rival en termes de ressources. On va avoir aussi les biens publics qui sont gérés par l'État, donc là, ça va être tout ce qui va être, routes, infrastructures, publiques et après les communs qui sont gérés par une communauté et qui sont non exclusifs. Ça peut être, par exemple, le pâturage d'un village et voilà. Mais là, on est dans des ressources qui sont rivales parce que si on cultive, bah, qu'il y a une pomme, si je mange la pomme, bah, les autres peuvent pas manger la pomme et c'est là où le numérique change complètement, parce qu'on est sur des biens qui sont pas rivaux. Hem, Parce que si je copie par exemple un logiciel et que je l'ai sur ma machine, il est disponible pour tout le monde et c'est même quelque chose qui va amplifier, le commun. Donc là, madame attends, j'ai oublié le nom, pardon. Donc la madame Ostrom, en fait, ce qu'elle a mis en exergue, c'est le fait que, bah, du coup, c'était viable, réellement, d'avoir des communs qui fonctionnent bien et qui sont justement qui répondent aux règles que tu as énumérées, donc qui sont partagées, qu'il y a une communauté qui les maintient, qu'il y a un ensemble de règles et de sanctions ou de mécanismes, en tout cas, qui permettent justement de maintenir ça dans la durée et de faire que ça prospère et que ça soit partagé. D'un point de vue, vraiment enfin, justement, elle, ce qu'elle a beaucoup observé, c'était sur la partie donc vraiment physique. Tu avais parlé on avait, notamment vu des histoires de pâturage, tu en as parlé. Qu'il y avait aussi des pêcheries, des forêts, enfin qu'il y avait plusieurs environnements physiques et enfin un écosystème à enfin réellement utile et directement utilisé par les gens et qui justement était comme ça administré. Et là où le numérique a apporté quelque chose d'un peu différent, c'est que déjà, à partir du moment où c'est plus physique, ça veut dire que quand tu vas prendre quelque chose, tu es pas en train de l'enlever à quelqu'un d'autre, tu es pas en train d'empiéter sur son espace, heu, physique, vital, propriété et cetera et du coup, ça apporte un rapport différent au commun. C'est ça. Bon, après, le numérique n'est pas exclusivement non rival, parce qu'on peut le voir même avec, voilà, après on n'est pas dans le cadre d'un commun, mais par exemple, s'il y a de l'intelligence artificielle qui est administrée sur un serveur, le fait qu'il y ait beaucoup de monde qui utilise, cette IA va la couper pour d'autres personnes ou réduire les usages et C'est vrai. ça il y a quand même du physique derrière. Donc voilà, c'est à nuancer, mais on est quand même très loin du commun, historique. Ce qui est aussi un avantage du commun numérique, c'est que là, plus on va l'utiliser, plus la communauté grandit et plus la ressource vit. Donc c'est même, complètement, contraire au commun physique et c'est pour ça aussi que ça explose depuis 30 ans. Donc la question des communs, c'est on en parle peut-être plus récemment, mais du côté souveraineté, gouvernance, mais dès le début d'internet, il y a eu ce qu'on appelle les libristes, enfin voilà toutes des personnes qui se disaient qu'il fallait rendre tout ça accessible, gratuit et pas, mettre de, copyright ou de, comment dire? De licence dessus. Oui, mais d'ailleurs, on verra après que du coup, sur les communs, ça veut pas dire qu'il y a pas de licence, c'est qu'il y a même des licences qui existent pour protéger un petit peu justement ces communs et le fait de pouvoir partager de la ressource.
peut décrire, les différents types de communs parce qu'on parle pas mal de logiciels, systèmes d'exploitation, mais ça va beaucoup enfin, il y en a plus et on peut citer quelques exemples. Je sais pas Ouais, si ouais. tu veux Alors, donc, commencer? juste quand même pour pas zapper ce qu'on vient de dire juste avant, on est d'accord donc un commun numérique n'est pas nécessairement non rival, justement parce que ça peut être lié à l'infrastructure, mais à travers justement les communs numériques, il va y avoir plusieurs familles, que tu vas nous présenter et c'est vrai que quand on parle de commun numérique, on a l'habitude justement de parler à la base d'outils et de logiciels, mais en fait, ça va plus loin que ça et il y a plusieurs, manières de l'envisager. Donc je te laisse nous dire un petit peu justement quelles sont ces familles et si tu as des exemples un petit peu à nous donner de chaque? Ouais, bah, vraiment la base, ça va être les données et aujourd'hui, c'est un peu le fer de lance, de toutes les sociétés donc c'est là aussi où il y a un peu des réticences à ouvrir. Donc à chaque fois, c'est un peu politique et ce genre de choses donc c'était très passionnant dans le bouquin. Mais en gros, donc on va avoir même dans les jeux de données, différents types de données. Ça va être les jeux qui vont être, crowdsourcés, enfin vraiment, c'est la communauté qui va les créer ou alors après ça peut être l'État aussi qui ouvre des données qui existaient déjà avant pour les mettre à disposition. Mais par exemple, dans les communs de données, on peut penser à OpenStreetMap. Streetmap. Qui est Il un est pendant, enfin qui est une alternative du coup à Google Maps, enfin pour les gens qui ont peut-être c'est jamais ça vu, sauf et qu'à c'est contrairement à très, très Google gros. Maps juste ouais, non oui, c'est On contrairement à le sait Google Maps, pas forcément, mais ouais. enfin et encore je dis contrairement, non parce que Google Maps, j'avais découvert qu'on pouvait aussi contribuer, d'ailleurs dessus. Mais non, ouais, le principe, c'est vraiment à la base d'être amené justement par les gens, comme tu l'as dit, le côté crowdsourcé et en revanche, il est utilisé, lui, par des acteurs, assez importants. Oui. Parce que de base, ça partait un peu de personnes qui étaient frustrées de pas avoir les itinéraires ou des on va dire des zones qui étaient peut-être délaissées ou en tout cas un système qui était pas unifié au niveau des données, bah, tout ce qui va être, cartographie, hein, ça peut être, des cyclistes, en Bretagne, qui avaient pas forcément les bonnes routes et qui se sont mis à cartographier. Il y a 1,5 million de contributeurs dans le monde, donc on n'est clairement pas sur de l'anecdotique. C'est utilisé par des GAFAM comme, Apple et Meta pour concurrencer Google Maps. Alors je sais pas si ils contribuent à OpenStreetMap derrière. Des fois, il y a les grosses entreprises privées qui peuvent contribuer parce que c'est dans leur intérêt aussi, parce qu'ils s'en servent, d'autres fois non. Mais c'est aussi utilisé par, IGN et La Poste, comme base d'adresse nationale. C'est pas forcément fait que parce que ça amuse les gens, c'est aussi fait par stratégie. Je crois que c'était avant que, la Poste ou enfin avant que ça soit remutualisé, la que ça soit La Poste ou, même, les secours n'avaient pas une base de données d'adresses qui était centralisée et commune et des fois ça pouvait mener à des choses qui étaient assez tragiques, de pas pouvoir bien se repérer alors que maintenant on a des bases, de données qui sont vraiment relationnelles avec, tout qui est cartographié, avec l'adresse mais aussi les coordonnées GPS et à chaque fois dans les 2 sens. Donc c'était dans l'intérêt même général, d'arriver à une ressource qui est ouverte et partagée et collaborative. Oui, parce que et c'est vrai que, quand on fait du développement, c'est un peu la première chose qu'on va utiliser. Si tu as besoin d'une carte, 2 options, ça va être soit tu te connectes justement du Google Maps et ça va être, gratuit jusqu'à une certaine quantité d'utilisation et après tu payes pour ton utilisation auprès de Google. Et donc à partir de là, ben, en fait, tu te rentres déjà dans un écosystème propriétaire avec, voilà, licence, tarifs et cetera. Soit tu pars justement sur du OpenStreetMap. Alors il y en a d'autres, hein, mais c'est vrai que c'est le plus connu et le plus gros et celui qu'on a le plus tendance à implémenter, mais qui va te permettre d'accéder justement à cette information qui est quand même costaud, hein. En vrai, pour l'avoir déjà utilisé ou vu tourner dans des projets, c'est quand même solide et te permettre d'avoir cette approche, justement à contre-courant. Raison pour laquelle les Apple et des Meta s'en servent pour avoir leur propre je sais plus comment il s'appelle le Google Maps, sur Mac, tu vois, typiquement. Pas sur Mac, chez Je crois Apple. que c'est plan, tout simplement. OK.
mais sur lequel eux ont fait en fait l'interface et une surcouche un peu par-dessus pour avoir leur touche, Apple, mais où derrière, bah, toute la partie cartographique, elle est utilisée, enfin, elle s'appuie justement sur ça. C'est ça et je crois que je crois qu'ils emploient 4 salariés à temps plein, aujourd'hui. Avant, c'était complètement enfin, c'était des, Oui, en personnes qui autonomie, enfin, contribuaient, voilà, c'est ça. Mais il fallait quand même des personnes pour valider la donnée et tout ça, donc ça reste quand même un gros travail de fourmi. ah, tu vois que Après, je sais 4 pas personnes? si En vrai, j'aurais ouais, j'aurais pensé qu'il y avait plus de gens que ça, mais alors dans le bouquin, c'était les derniers chiffres, il me semble, mais après le livre date quand même de 2025, donc ça reste, je pense qu'il y a quand même énormément de monde qui contribue, juste aussi alors peut-être que dans certaines entreprises ou associations, peut-être que ces gens sont payés et contribuent de par le travail dans ouais, leur entreprise à contribuer à OpenStreetMap. Parce qu'ils s'en servent et tout ça, c'est sans être salariés. j'imagine bien ça justement dans un contexte Apple ou Meta, il Bah, doit y c'est ce avoir qui des se gens passe qui sont beaucoup chargés de pour, ça. Linux aussi d'ailleurs, enfin on n'est pas du tout Linux dans le cadre, tout le monde, enfin comment dire? Contribue bénévolement. Il y a la moitié des gens qui contribuent à Linux qui sont payés Mais je crois que c'est même plus que ça, il me semble. et Enfin, je dis c'est peut-être voilà, je 50 normalement, ah ouais? de ce que j'avais lu. Mais c'est vrai que oui, parce que Linux, bah, ça passe à travers des gros noms comme Red Hat et comme on disait, très rapidement tout à l'heure sur la partie infrastructure, mais en fait, ça équipe, enfin, ça fait partie des équipements qui sont implémentés dans le monde entier et qui servent à des millions de boîtes et derrière, ben, en fait, il y a Mmh. besoin de gens pour mettre en place ces infrastructures, ces logiciels, les faire tourner, les administrer, les sécuriser et en fait, même avec des systèmes comme ça qui sont libres et qui sont, enfin, voilà, pour lesquels il y a pas de licence propriétaire à proprement parler, ben en fait, les gens vont se financer justement à travers les services qu'ils proposent pour faire vivre tout l'écosystème. Encore en base enfin en données, on peut aussi citer, Open Food Facts, qui est une création française de enfin, créée à la base par Stéphane Gigandet et en gros, c'est aussi avec énormément de bénévoles qui vont prendre en photo toutes les emballages d'alimentation et tout ça pour avoir un maximum de données nutritionnelles sur énormément d'aliments. Et c'est pas on pense pas forcément à Open Food Facts, en 1er. Enfin, si on parle de scanner, des produits ou ce genre de choses, on va plutôt penser à Yuka, qui se basait à la base sur les données d'Open Food Facts, et qui après, je crois qu'ils sont passés sur leurs données à eux, qui est plutôt fermée, mais ils continuent de contribuer énormément, à la base de données ouverte. D'accord. Donc voilà, par exemple, Yuka, c'est un produit commercial et c'est pas un commun, contrairement à Open Food Facts. OK, ouais, je connaissais pas du tout, tu vois, l'Open Food Facts. Je crois que c'est un peu plus ou moins aussi à l'origine du Nutri-Score et ce genre de choses. Enfin, c'est vraiment entraîné par, toutes ces initiatives un peu citoyennes. Enfin voilà, alors il y a aussi quand même je sais pas si vraiment dans la définition du commun, il faut que ça serve une idéologie derrière ou que ça serve au plus grand nombre. Il me s c'est pas forcément le cas. Donc c'est pas forcément que des projets éthiques ou ce genre de choses, hein. Si on prend les 4 caractéristiques d'un commun, il y a pas forcément enfin ça doit pas servir non plus au plus grand nombre, tant qu'il y a une communauté, que c'est régi, que c'est ouvert. Ensuite, en deuxième catégorie de communs, on a ça va être vraiment le commun d'information. Donc là, c'est au-delà de juste de la donnée, on va dire simple. Mais pour ça, on peut citer par exemple, Wikipédia. Ça, je pense que tout le monde connaît et c'est presque devenu, un comment dire? Enfin, voilà, Wikipédia, c'est là, quoi. On a un peu grandi avec, ça s'est développé et c'est un commun qui est un peu en danger aujourd'hui. On voit notamment avec les attaques de Musk, ce genre de choses, donc c'est important de soutenir et aussi notamment là avec toute la partie IA qui va taper dans Wikipédia sans rétribuer non plus. Oui, bah, d'ailleurs là-dessus, il y avait, ouais, 2 choses pour mettre en contexte ça. Donc effectivement, là, quand tu cites Musk, pardon, c'est, parce qu'ils ont lancé, Grokeypedia, qui est ni plus ni moins qu'une copie de Wikipédia, mais censurée et remaniée à la sauce Musk.
Donc voilà, ses interventions à lui, ses débordements, sont retraités et certains éléments historiques aussi. Enfin voilà, on prend le on prend le savoir, commun, mis à disposition sur Wikipédia, on en fait une version arrangée et on la remet à disposition justement, voilà, donc à éviter évidemment et à fuir comme la peste. Mais donc ça existe et mince, je voulais dire autre chose en rapport avec Wikipédia. Je Avec l'ai l'IA perdu. qui va taper dedans, Oui, sans rétribuer, oui. hem, effectivement et en fait, justement, alors je sais plus avec quel acteur, mais il me semble que Wikipédia a signé un accord justement avec, certains acteurs de l'IA pour être rémunérés, sur la consommation qui était faite des LLM. Parce ils avaient 2 problèmes, c'est que en gros, les robots qui passaient pour, analyser les données et les reprendre, hem, tabassaient leur infrastructure et consommaient comme si énormément de gens étaient en train de faire de la lecture et ce qui posait un vrai problème puisque, bah, du coup, justement, à travers leur histoire, ils ont eu plusieurs passages un petit peu à vide Wikipédia puisqu'on est sur du libre et on est sur quand même un gros morceau qui a fait de l'appel aux dons et de l'appel aux contributions une paire de fois. Mais dès lors que, la partie technique, infrastructure, commence à devenir, en difficulté et donc exigerait plus d'argent, plus d'investissement ou plus de personnel pour, gérer tout ça et un mélange de tout enfin de l'ensemble, voilà, c'était plus jouable et j'ai plus le nom des acteurs en tête, si c'est, si c'est tous les gros acteurs ou juste certains. Mais je sais qu'ils ont passé un accord justement pour, que ce soit un peu donnant-donnant et qu'en fait les IA et des canaux dédiés, en fait, pour aller, taper dans l'info de Wikipédia puisque quitte à se faire voler la donnée, autant que ce soit fait dans un système qui, eux, les mettent pas en péril et voilà, qui servent à entre guillemets «un petit peu à tout le Sachant monde». que, bon, quand même, les grands modèles d'IA sont entraînés sur toute la base Wikipédia, donc c'est quand même Ah un oui, juste retour des choses et c'est là où on peut voir que, bah, dès que ça va sur l'infrastructure, là, on est sur il y a une rivalité. Parce que effectivement, s'il y a beaucoup de trafic, notamment via des robots, bah, ça empêche potentiellement des utilisateurs de continuer à se servir convenablement de ce commun, ou ça peut ralentir sa progression ou ce genre de choses. Juste quelques chiffres, on est à peu près à 100 000 contributeurs actifs. Il y a 60 millions d'articles, dans plus de 300 langues et on est environ à 500 millions de visiteurs par mois et Wikipédia, voilà, il regroupe tous les éléments Ostrom, donc à savoir, bon, bah, il y a la ressource, il y a la communauté, des règles où il faut une neutralité, de la source, de la vérifiabilité et aussi spécifique à la France, je crois qu'ils essayent aussi de réglementer le contenu généré par IA. Alors après, on commence à avoir de plus en plus de quadratins dans les articles. Alors après, si vous voulez aller contribuer et les enlever et le signaler, ça peut être un petit moyen aussi, de participer et de continuer à avoir un contenu humain, quitte à reformuler si on voit des choses qui ont l'air générées par IA et voilà et il y a aussi la dernière partie sanction avec, une partie révocation ou blocage où il me semble aussi il y a des votes et il y a quelques cas, historiques d'articles où il y a eu des gros, comment dire? Des grosses disputes et tout ça et là, il a fallu, qu'une personne intervienne pour dire: «Non, on choisit, telle partie» et voilà. Et il faut se dire que Wikipédia, là, on est dans le cas d'un commun qui a remplacé un acteur privé qui était installé depuis plus de 2 siècles. Donc c'était l'Encyclopédie Britannica, qui était vendue, encore à la base en porte-à-porte, puis a essayé un passage, au CD-ROM, quand l'informatique est arrivée et après il y a eu Wikipédia et les gens ont arrêté d'acheter l'encyclopédie. Après l'entreprise a fait un virage parce qu'elle a senti que c'était plus un bon créneau et là on est vraiment dans le cadre d'un commun qui s'est imposé par-dessus, enfin vraiment, un acteur qui était déjà bien installé et qui semblait indétrônable. Dans d'autres cas, les communs vont pas réussir à prendre la place ou alors il peut y avoir aussi, des communs qui coexistent avec des acteurs, du marché, ce qui se passe pas mal pour le logiciel. oui, parce que là, c'est un petit peu le cas, enfin le remplacement complet d'un acteur propriétaire, c'est quand même, pas la norme. Oui, il y a quelques cas même aussi dans l'informatique où, je crois que c'était avec, MySQL notamment. Enfin voilà, là c'est encore, d'autres choses, mais
où ça s'est vraiment imposé alors que le marché semblait ultra stabilisé avec que des acteurs, privés. Et il y a MySQL qui arrive et ça rabat toutes les cartes et il arrive quand même à se faire une place là-dedans et à prendre 20 du marché au niveau des formats de base de données, ce qui est quand même, assez énorme et c'est là où on voit que c'est pas juste marginal et que c'est pas, juste un truc, communautaire dans son coin pour des très niches. C'est utilisé en entreprise, c'est utilisé et c'est aussi bien, voire mieux dans certains cas que les solutions propriétaires. Et juste par rapport, à la catégorie, commun d'information, pour un contre-exemple, par exemple, il y a Facebook où on a une grande communauté, on a un partage qui est assez massif d'informations, mais on n'a pas de gouvernance ouverte, pas de règles partagées parce que la ressource appartient à Meta, donc là, on n'est pas dans un commun. C'est pas voilà, c'est pas parce que c'est un service avec communauté que c'est forcément un commun, parce qu'il manque, quelques parties, enfin, il manque des caractéristiques, propres au commun. Voilà. Ouais, commencer par la modération, le check des fake news et plein de choses, dans ce goût-là où ils ont été, en retirant petit à petit des acteurs et des règles pour laisser passer de plus en plus de choses, en roue libre. Là, après, on peut passer au commun de logiciels, avec l'exemple de Linux. Juste pour donner une petite idée, voilà, c'est utilisé par plus de 18 000 entreprises, donc on n'est clairement pas dans quelque chose de niche et comme je disais avant, on n'est pas dans du pur altruisme, quand les personnes contribuent à Linux. C'est des personnes qui sont rétribuées alors soit par leur employeur qui contribue à Linux parce que ils s'en servent eux dans leur entreprise et pour développer soit des choses qui sont très spécifiques à leur activité, ils vont mettre leurs développeurs dessus et ça passe en open source et c'est pour tout le monde. Soit c'est directement des gens qui sont rétribués par la fondation Linux. Et il y a aussi ce point où, Microsoft a toujours été très anti open source. Voilà, donc c'était presque dans l'ADN de la boîte, mais je crois que c'est en 2014 quand, ils changent de directeur, lui va plutôt passer côté open source. Alors c'est pas non plus par altruisme ou ce genre de choses, hein, c'est parce qu'aussi ils ont quelque chose à y gagner et en 2017, Microsoft, par un peu ironie du sort, devient le plus gros contributeur, mondial à l'open source. Voilà, ils ont essayé avec, la suite Office et tout ça de casser, toutes les initiatives qu'il y a pu y avoir. Là, il y a quand même cet intérêt à aller contribuer. Je crois que c'est VS Code aussi qui est open source et qui est utilisé par énormément, enfin donc voilà, Je ils contribuent en Ouais. apportant, en tout cas, il y a un logiciel de développement qu'ils ont Non, mais c'est mis en peut-être VS open Code, hein, source. je l'ai plus en tête, mais enfin, je sais plus si c'est bien lui. Mais, eux aussi s'appuient justement sur des librairies, sur des branches open source et ce genre de choses pour leur propre développement. Ils ont tout intérêt à être, quand même acteurs de l'écosystème. Aujourd'hui, ils ont, enfin, du coup, ça a porté après d'autres travers, ce genre de choses, puisqu'aujourd'hui, c'est notamment Microsoft qui détient GitHub, où passe, quasiment, tout le code de la planète et voilà, qui amène des questionnements aujourd'hui sur, sur l'IA, puisque justement, eux aussi ont mis en place de l'IA côté GitHub qui permet de lire le code et donc de lire les contributions. Parce que sur GitHub, en fait, il y avait quand même aussi une notion de commun puisqu'on peut avoir des repositories. Donc en gros, le code que vous allez mettre en œuvre quand vous allez développer, vous pouvez soit le garder en privé pour votre boîte ou pour votre asso, pour enfin voilà, pour vous, soit le mettre en public et le partager justement aux autres pour qu'ils puissent reprendre ce code-là et selon la licence que vous avez mis à disposition, ils vont pouvoir le reprendre tel quel dans leur programme à eux, pour le revendre ou pour des usages personnels ou enfin voilà, il y a plein de manières après de le réexploiter. Mais, aujourd'hui, il y a il y a voilà, un enjeu d'un point de vue IA et sur toute cette partie apprentissage et où est le commun, où il ne l'est plus justement quand il y a de l'apprentissage qui est fait sur, sur le code privé et d'ailleurs je crois que c'est arrivé dernièrement par défaut, les gens qui font un compte GitHub maintenant sont automatiquement, il me semble avec comment dire? L'IA qui est en mesure de lire leur code. Alors que voilà, c'était enfin, au lieu que ce soit un opt-in, c'est devenu un opt-out
et voilà, ils font des petites choses comme ça, et l'autre point étant, aussi on en revient à la question géopolitique qui est de dire, en fait, demain, s'ils veulent couper GitHub en Europe, ça veut dire que la l'immense majorité des boîtes n'a plus accès à son code source, et donc ont moyen de continuer à bosser sur leurs propres logiciels et leurs propres outils. Voilà. Bon, il y a des alternatives, hein, toujours pareil, qui existent, mais en tout cas, ça fait partie des enjeux, et Microsoft, voilà, a injecter des ressources dedans et contribue, justement au développement de l'écosystème, et maintenant aujourd'hui, même dans un Windows, tu peux, avoir du Ubuntu sans avoir à l'installer complètement. Je crois que par défaut, tu as une machine virtuelle ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, ils ont intégré, un certain nombre de choses pour que tu puisses t'en servir. Même quand tu mets en place une machine virtuelle avec les serveurs Windows, enfin pareil, il y a des choses qui sont facilitées pour certaines distributions Linux, mais voilà, c'est jamais, enfin, de la part d'un gros acteur comme ça, c'est pas gratuit derrière, quoi. Bah, c'est intéressé, hein. Alors des fois, certaines entreprises aussi, contribuent à l'open source pour, redorer un peu leur image, mais il y a toujours cet aspect, contribuer pour s'en servir, et généralement, ils contribuent pas assez par rapport aux bénéfices qu'ils tirent de ce qui est en open source. D'ailleurs, il y a une mini distinction à faire entre ce qui est logiciel libre et logiciel open source. Parce que on les utilise souvent comme synonymes, mais c'est encore un peu différent. Open source, c'était surtout pour que ça passe plus côté industrie et privé, parce qu'il y avait pas cette notion de un peu gratuité. Voilà, c'était un enjeu pour que les entreprises se saisissent un peu plus de l'open source. Mais c'est un peu ce qui se passe avec l'IA, où on a de l'open weight et de l'open source. Donc il y a une petite distinction, mais après, là, c'est commence à rentrer dans des Oui, détails. moi sur l'IA, on en reviendra un petit peu, mais en 2 mots, oui, c'est de dire que dans un cas, on a accès littéralement à tout ce qui fait le logiciel, et dans le cas de l'IA, donc à l'ensemble de comment un modèle est fait et ce qui a servi à l'entraîner, et on est en mesure de le reproduire de bout en bout, et OpenWeight étant du coup la déclinaison qu'on voit le plus aujourd'hui dans l'IA, qui permet en gros de prendre un modèle et de l'héberger quelque part et de le faire tourner, chez soi, et voilà, l'utiliser dans un cercle quand même qui est, fermé et sécurisé, mais qui ne permet pas de reproduire l'apprentissage du modèle et de le reconstruire depuis le début. C'est ça, et on va dire, enfin, il y a Stallman qui est un peu le papa du logiciel libre, et pour lui, il y a vraiment une dimension éthique aussi derrière, pour le logiciel libre, avec, vraiment cette, notion de liberté et de partage. Et en anglais, c'est free software, il me semble. Et c'est pour ça où il y avait vraiment cette, traduction en free qui aurait pu poser problème, encore plus dans l'industrie. Pas vouloir du tout contribuer, et c'est pour ça qu'il y a eu un peu cette, bifurcation open source. On peut passer à la quatrième famille. Oui, la Je crois que ça va connaissance. partir sur 2 épisodes, hein, en fait, hein. Oui, 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 bah, ça de toute façon, oui, pardon, on l'a pas précisé au début. Aujourd'hui, j'ai un impératif qui fait qu'on fera forcément un épisode court comme on voulait se l'imposer depuis le début et qu'à chaque fois on déborde, et mais on fera une suite comme on avait traité l'IA en 2 temps. On avait d'abord abordé les fondamentaux, puis la partie vraiment agentique et les briques d'un agent. Aujourd'hui, voilà, on va finir ce tour complet des familles de communs, et que vous ayez déjà un premier aperçu assez, voilà, assez important en fait pour vous faire une idée de ce que c'est, de quoi on parle, et la prochaine fois, on ira creuser, justement sur la partie IA et sur d'autres points. Mais je te laisse reprendre et continuer justement sur les Ouais, familles de connaissances. Enfin, les communs de ouais, connaissances, pardon. ouais, c'est ça. Donc là, ça va être, c'est encore au-dessus, de la base de données et du commun d'informations. Donc là, on va construire des connaissances par-dessus, et c'est un peu de rajouter des ontologies. Donc l'ontologie, c'est une manière de structurer l'information en mettant un peu en définissant des caractéristiques et tout ça. Il y a plusieurs, modèles d'ontologie. S Par exemple, on a aussi, Wikidata, qui est une base de connaissances, Wikimédia en accès libre, multilingue, Et et du coup, pour bien comprendre, parce que j'ai du mal à le visualiser, enfin, concrètement, c'est quoi la différence avec un Wikipédia sur ce type de base de connaissances? Wikipédia, on va être sur de l'information.
et de la connaissance, il me semble que c'est encore la couche au-dessus où tu vas la trier et interpréter sur cette information. OK, ouais, donc en gros, c'est comme si tu prenais Wikipédia, tu en isolais les infos pour en faire C'est ça, un niveau d'abstraction encore au-dessus et où tu les différentes infos, tu vas les éclater au lieu de les avoir en genre ce que tu as dans un article sur Wikipédia, là, tu vas l'en avoir potentiellement dans plusieurs bases de données avec, des liens ouais, entre c'est eux? ça et reclasser et tout ça, oui, bah, vraiment le principe D'accord. de l'ontologie où tu vas, c'est pas vraiment facile à définir et puis on peut un peu chacun définir son ontologie pour, classer, ses dossiers ou ce genre de choses, hein, ou classer c'est beaucoup ce qui est fait aussi en biologie pour classer les espèces, par exemple, d'avoir plusieurs niveaux et de définir, bah, tiens, telle espèce, elle a telle caractéristique, ce qui fait qu'on la classe dans telle, famille, dans telle sous-espèce, dans telle, donc c'est voilà, c'est tout des manières de classer l'information et ensuite de pouvoir visualiser ces données-là et pas juste OK. avoir de la donnée brute. Par exemple, ça c'est un contre-exemple, mais on a le Google Knowledge Graph, qui lui utilise vraiment des sources ouvertes, mais qui lui n'est pas ouvert. Donc, il va utiliser de l'info ouverte, mais derrière il ouvre pas comment il s'en sert. Voilà, enfin, voilà, dans le bouquin, ils en parlaient un peu comme un cas de pillage, de commandes numériques, ce que beaucoup de gros acteurs font Ah oui, sachant que le et Google, par exemple Knowledge Graph, parce que j'arrivais pas à me représenter où c'était, mais c'est l'espèce de truc que tu as quand tu navigues sur une page Google et que tu as sur la droite avec juste c'est les ça, infos, enfin exactement, les chiffres, ce genre de choses. exactement et ça va généralement chercher de Wikipédia. Ou alors c'est par exemple quand tu, parcours, une page de recherche et que tu cliques et que tu as un petit onglet et puis que ça te fait un mini résumé de la page en dessous, bah, c'est ça en fait, c'est que ça va aller chercher de l'information et ça va te la mettre sous une autre forme et par contre, il y a, Qwant, qui est c'est un navigateur de recherche, je sais pas si on appelle ça comme ça. Je sais plus si c'est un Si tu enfin c'est moteur une de alternative recherche ou à Google moteur, ouais je et sais plus lui s'ils font par ex navigateur aussi, donc moteur de recherche. ah oui. Bah, eux, ils font aussi, du knowledge graph, mais quand ils vont chercher l'info sur Wikipédia, bah, ils citent la source. Donc c'est un moyen et ils peuvent appeler, par exemple, ça peut être un moyen aussi de rediriger, d'appeler au don, enfin de rétribuer en tout cas, là où ils vont pomper l'information. Donc je sais pas si c'est un peu plus clair, la Ouais, ouais, distinction, enfin information-connaissance, mais du coup maintenant oui, mais effectivement, enfin pour moi Wikipédia c'était déjà de la connaissance, c'est pour ça que oui. oui, je vois mieux. Et en toute dernière famille, on a les communs de réseau. Donc là, on passe sur quelque chose qui est un peu plus proche du physique. Hem, mais, par exemple, on a internet, heu et le web. Donc ça, il y a une, gouvernance qui était à l'origine totalement informelle et technique et c'est ce qui a permis paradoxalement d'énormément développer internet et le web. Et c'était déjà enfin, c'est un peu les premiers communs numériques avant même qu'on parle de communs. Oui, parce que Voilà, à toute origine, je crois que c'est c'était l'origine, ouais. l'ARPAN. Ouais, parce qu'avant ça, justement, c'était l'ARPANET qui était à usage militaire, qui avait été du coup décliné et ouvert justement au public à travers internet, qui a pris la forme du web plus tard. Et oui, où l'idée de départ, est quand même justement de partager l'information, la connaissance, les outils et cetera, sur l'étendue du numérique en connectant tout le monde. Et là où derrière on a, bah, du coup, on a rajouté, hein, les différents acteurs propriétaires et cetera qui utilisent au final ce réseau, quoi et ces réseaux et C'est ça et là, un peu pour conclure sur enfin vraiment sur les différentes familles et les communs numériques, heu, là, une question qu'on peut se poser si on veut réussir à distinguer un commun d'un service, c'est est-ce que la communauté, elle décide et elle contribue activement et on va dire son avis est pris en compte ou est-ce que la communauté est juste utilisatrice? Et là, on a déjà les plusieurs caractéristiques qui transparaissent là-dedans. d'accord. Merci Lulu pour cette présentation déjà des différentes, familles. Je ne sais pas s'il y avait autre chose justement que tu avais en tête là pour, enfin voilà, en petit Mmh, mot de la fin entre guillemets avant qu'on se quitte? bah,
Là, c'était en fait surtout pour rappeler que les communs numériques, c'est quelque chose qui s'est construit depuis longtemps et qui est presque inhérent à internet et au web. C'est presque une évolution naturelle et on va dire que ça converge vers là. Mais il y a eu un gros tournant en 2022 et je pense qu'on pourra repartir, de ça la prochaine fois. Mais oui, avec plaisir. C'est vrai que je regarde la trame et effectivement, il y a encore plein de enfin, il y a plein de choses chouettes à Oui. à dire et desquelles parler, en tout cas pour les prochaines fois. Et est-ce que tu nous fais un petit teaser justement de l'épisode de dans 2 semaines? Est-ce qu'on va aborder un petit peu justement dans cette suite des communs? Tu peux m'aider un peu aussi, hein? Oui, 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 bah, non, mais parce qu'effectivement, on va parler un peu de l'approche, française et c'est vrai qu'on avait cité quelques cas au début. Il y a aussi, bon, des cas contradictoires, hein. On mentionnera notamment l'éducation nationale, mais parmi eux et après, ben, en fait, on ira également dans la partie IA. Donc on va revenir un petit peu plus peut-être sur l'aspect et politique et IA dans le prochain épisode pour mettre ça en contexte avec notre réalité d'aujourd'hui, au niveau des communs Ça, numériques. puis je pense que je ferai un petit aparté sur la science ouverte aussi, parce que Oui. c'est quelque chose qui me parle beaucoup, enfin, de par mes études et enfin même l'affection que j'ai pour la science et la manière dont, elle peut contribuer à tout le monde et que les revues scientifiques, mettent un peu des barrières à tout ça, mais qu'il y a des supers initiatives, derrière, pour pas spoiler, n'allez surtout pas, chercher vos articles sur Sciub. Il faut pas, c'est pas bien. Il y avait un mouvement comme ça, c'était trop marrant sur Twitter, c'était encore Twitter à l'époque, mais tu as des gens, des scientifiques qui se plaignaient justement de ça et tu as tout le monde qui était: «Oh non, faut pas utiliser Sciub, ah et puis surtout, bah, attendez, je vous mets le lien parce qu'il faut surtout pas utiliser, il faut le blacklister, hein», c'était trop, trop marrant. Mais tout le monde utilise ça et c'est trop cool de voir ce genre de piraterie se mettre, en route. Oui, bah, tu nous présenteras justement ce que c'est, parce que c'est vrai que moi, c'est un outil que j'utilisais pas du tout, enfin que j'ai pas eu à utiliser jusqu'à présent. Et justement, ce sera intéressant de voir le pourquoi du comment. Merci Lulu pour cet épisode et Merci à bah, toi du coup, on aussi. se retrouve, dans 2 semaines pour la suite de cette thématique sur les communs numériques. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode côté outils où on reviendra, bah, du coup, sur nos outils numériques et je pense qu'on parlera un petit peu de enfin, on parlera encore de Claude, hein, on continue à l'utiliser et je pense qu'on reviendra un petit peu aussi sur la partie développement assisté par IA. On n'est pas trop allé dessus, bah, au dernier côté outils et c'est vrai qu'il y a quand même en disant qu'on a des choses à dire depuis les dernières fois où on a abordé le sujet. Ouais, pas mal de petits projets, petits et gros projets, en préparation, donc ce sera Ouais, l'occasion il est d'en en cours, parler. ouais. Bon, merci Lulu, bonne journée ou bonne fin de journée à tous et à toutes et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Dernier Clic. Salut!